Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religion et spiritualité. Religion et spiritualité. Fondé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12, dirigé par Gilles-Marie Moreau et André Thèse, professeur émérite à l'Université de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. Yejong Seo, après le baptême, le chrétien est-il toujours pécheur? Simul Justus et Peccator chez Luther 2018. Simona Sonsri Bunarunr AKSA, Monseigneur Louis Lano. 1637 à 1696. Un pasteur, un théologien, un sage, 2018. Desmeilleurs, J. Monsieur Maldamé, Assayadi, J.P. Castel, Lutter contre la violence monothéiste. 3 voix répondent à 10 questions, 2018. Sœur Marieancilla, Le nouvel âge à l'œuvre dans l'Église, la gnose de retour, 2018. Jacques Ciodo, Le linceul de Turin, de l'analyse historique à l'investigation scientifique, tome 1, Face à l'histoire, tome 2, Face à l'investigation scientifique, 2018. Giro Pindi, La procédure de nullité matrimoniale devant l'évêque diocésain, 2018. Gérard Leroy, L'événement. Tout est parti des rives du lac, 2018. Hélène Bouchard, Pascal et la mystique, 2018. Francis Weil, Les perles du Midraque, 2018. Paul Bernard, L'enquête Jésus, 2017. Grégoire Sylvestre GAINSI, De l'amitié à l'Eucharistie, un aller-retour, 2017. Élie Bodbol, Destin et vocation du peuple juif, réflexion sur les célébrations de Hanouka et de Pourim et sur le destin du peuple juif depuis la destruction du Temple, 2017. Fr. Louis-Marie de FRILEUZ2, Apparition de la Vierge Marie au Cameroun. Une spiritualité pour notre temps, 2017. Du même auteur. Introduction à la sociologie de la religion de Peter L. Berger, édition L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2017. 2. Murundi qui es-tu? Genèse et évolution de l'identité citoyenne déchirée au Burundi, des origines à nos jours, édition L'Harmattan, Col. Études africaines, Paris 2015. 3. La dialectique bergérienne analysée et critiquée. Étude du rapport dialectique entre le pluralisme religieux et l'incertitude religieuse dans la pensée de Peter L. Berger, Presse académique francophone, Riga, Lettonie, 2012. 4. Par-delà les gènes et les mèmes. L'éthique évolutionniste, vraiment darwinienne chez Daniel Clément Dennett, édition universitaire européenne, Riga, Lettonie, 2012. Introduction. Certains travaux portant sur le darwinisme dès le milieu du XXe siècle, dans le sillage du courant néo-darwiniste, prétendirent restituer la pensée originelle de Charles Darwin, 1809 à 1882, en dénonçant une accent-aigu interprétation de cette dernière par ses contemporains évolutionnistes, confère par exemple. Dennett, 2000, page 54 et SS, Thor 2017, pp 3-4. L'aura dont ont été parées la stature et la postérité scientifique de ce naturaliste anglais, a ainsi été à travers ses travaux, défendu, voire accrédité en jetant un discrédit sur toute tentative critique visant à remettre en question ses lettres de noblesse dans le monde scientifique occidental contemporain. Sa théorie serait ainsi purement scientifique. Rien des théories pernicieuses dont sont accusés les fossoyeurs dénoncés de sa pensée ne pourrait être retracé dans son œuvre. Parmi ces derniers, les plus en vue sont les promoteurs du darwinisme social et de l'eugénisme qui auraient mal compris la pensée de Charles Darwin lui-même. Loin d'avoir restitué la pensée originelle de Charles Darwin, cette histoire est pour le moins œuvre de bons apologistes et vulgarisateurs évolutionnistes et n'a que peu à voir avec le caractère scientifique dont elle prétend s'accréditer. En effet, une relecture attentive de la descendance de l'homme, notamment des chapitres concernant l'évolution du sens moral et les origines des différences entre humains et animaux quant aux facultés intellectuelles et morales, chapitres 3 à 5, indique clairement le développement chez Darwin lui-même,
d'idées sinon clairement eugénistes et social-darwinistes du moins pouvant favoriser le développement de telles philosophies. Darwin a bel et bien appliqué aux sociétés humaines le mécanisme de la sélection naturelle, fondé principalement sur les idées de la lutte pour l'existence et de la survivance du plus apte, c'est-à-dire de la sélection des mieux adaptés et des plus doués et vigoureux, parmi les animaux et les humains. Herbert Spencer, 1820 à 1903, n'a peut-être fait que reprendre ces idées, que les développer en assumant les conséquences logiques pour vulgariser le darwinisme social. Nous pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que Darwin est le père du darwinisme social, de l'eugénisme et du nazisme, du capitalisme sauvage, ultralibéral, du racisme moderne surtout au sens de racisme culturel. Nous ne sommes d'ailleurs pas les premiers à constater une telle orientation de la pensée darwinienne, confère par exemple. Weikart 2004 pp 10 à 43. Bien que Charles Darwin ait pris explicitement position contre la traite des Noirs et leur esclavage à une époque où ce fléau était infligé sans état d'âme au peuple africain par des Occidentaux, se justifiant au moyen de théories racistes, il faut se rappeler que le Parlement anglais et les États-Unis d'Amérique avaient déjà délégitimé cette traite négrière en 1807 et en 1808, et que ceux qui continuaient de se livrer à ce commerce des êtres humains le faisaient principalement pour des raisons économiques. Or, dans The Descent of Man publié en 1871, soit près d'un demi-siècle après la condamnation officielle de la traite négrière, Darwin usa massivement des expressions comme les peuples sauvages, les tribus barbares, les hommes primitifs, les hommes semi-simiens, etc., qui sont clairement à connotation ou à tendance raciste. Qui plus est, l'établissement d'une échelle d'humanisation par des critères non seulement civilisationnels et raciaux, mais aussi de santé, d'intelligence, de vigueur physique, de richesse économique, etc., constitue clairement une promotion d'idées eugénistes. Darwin parle même à cet égard, comme on le verra dans ce livre, d'hommes supérieurs et d'hommes inférieurs, sur la base de ces critères. Qui plus est, Darwin a amplement cité Francis Galton 1822 à 1911, son propre cousin, statisticien passionné par les phénomènes de l'hérédité qui promute des idées eugénistes concernant la sélection artificielle, de type génétique, appliquée à l'espèce humaine, Thor 2017 page 76. Il a cité Herbert Spencer dont les thèses philosophiques sur l'évolutionnisme se combineront avec ses propres idées, pour donner lieu au courant du darwinisme social. Par ailleurs, l'étude des œuvres originales de Darwin et de ses diverses correspondances montre que ces distances par rapport aux thèses lamarckiennes ne sont pas si tranchées qu'on a voulu le faire croire. Darwin, dans La descendance de l'homme, soutient la transmission héréditaire des caractères acquis par habitude tels que les vertus morales et les habitudes favorisant la sociabilité, Charmetan 2010 page 116. Le présent ouvrage tente de relire Darwin sur le thème de l'anthropologie et de l'éthique à l'aune de la théologie chrétienne de la grâce. Comme chacun sait, le darwinisme a eu un impact énorme sur l'autoconception de l'être humain et sur la définition chrétienne de ce dernier. Or, l'existence chrétienne est marquée particulièrement par le thème de la grâce, qui, dès l'Antiquité chrétienne, est considéré comme la marque de la surnaturalité de l'être chrétien. Nous aborderons brièvement le thème de l'image de Dieu, Imago Dei, qui renvoie à la nature profonde et universelle de l'être humain en tant qu'être raisonnable, doué de libre arbitre, capable d'autodétermination, dont même la coulpe originelle n'a pas eu raison. Bovy 1938, Uftier 1968, Loborodine 1970 page 207. De cette façon, dans la perspective chrétienne, tout être humain détient une dignité inaliénable d'origine divine qui fonde sa responsabilité dans les divers domaines, y compris l'éthique, comme l'a bien montré le philosophe français Paul Ricoeur 1913 à 2005, Claire 2002 pp 153 à 163. Notre relecture des thèses de Darwin concernant l'éthique vise donc à restituer, le plus près possible, la pensée de Darwin sans les lunettes des commentaires des évolutionnistes et des darwiniens contemporains. Si nous n'étudions pas ici l'ensemble des écrits de Darwin, ni sur le darwinisme en tant que tel, ni sur l'éthique, les chapitres choisis dans son livre principal sur l'anthropologie et l'anthropogonie nous semblent suffisants pour accéder à sa pensée à cet égard. Notre objectif est donc plus modeste et circonscrit tout en étant précis et logique. En effet, l'aspect de sa pensée qui nous intéresse est bien celui de l'éthique en lien avec celui de la religion,
et Darwin n'y a consacré que ces quelques chapitres de son ouvrage majeur portant sur l'origine et la nature de l'homme. Il ne serait pas pertinent de nous perdre dans les méandres de ces autres idées, sortant du champ de ce sujet précis. Le but principal de ce livre est donc surtout d'évaluer la compatibilité de sa pensée avec les idées fondamentales du christianisme, notamment du point de vue de l'éthique. Dans cette dernière, le thème de la grâce revêt un caractère central. Il sera également utile pour notre propos d'amener en discussion les idées des évolutionnistes chrétiens dont nous n'avons retenu qu'un seul, le chanoine Henri de Dorlodot, 1855 à 1929, qui défendit la compatibilité de la pensée darwinienne avec l'orthodoxie catholique. Ainsi, The Descent of Man, 1871, sera notre source sur l'anthropologie et l'éthique darwinienne. Après avoir brièvement retracé l'évolution du darwinisme, de Charles Darwin au darwinisme contemporain, premier chapitre, nous aborderons sa pensée anthropologique et éthique, deux chapitres. Il sera ici question de restituer ses idées essentielles sur l'homme, sur la morale et sur la religion. Nous le citerons beaucoup, tout en commentant les extraits cités. Une fois ces idées résumées, nous aborderons la pensée chrétienne en indiquant les caractères essentiels de son éthique, chapitre 3, et en comparant les idéaux principales du christianisme à cet égard avec les idées darwiniennes résumées, chapitre 4. Il nous suffira d'évoquer à ce moment un des théologiens chrétiens, catholiques, qui ont tenté en début du XXe siècle de concilier darwinisme et théologie chrétienne, pour évaluer la pertinence et la portée de cette entreprise de conciliation, chapitre 5. Notre conclusion sera une mise en perspective en rapport avec les développements précédents, en indiquant également d'autres perspectives, sur la compatibilité ou l'incompatibilité, à quelque degré qu'on puisse se situer, des deux visions du monde et de l'être humain, la darwinienne et la chrétienne. Nous espérons que ce livre contribuera à mettre au jour les caractères essentiels de la pensée darwinienne, qui doivent être tenus en considération lorsqu'on entreprend de la légitimer et d'ajuster les principes chrétiens en conséquence. Nous sommes conscients de n'être pas les premiers à écrire sur ce sujet. Bien d'autres auteurs ont tenté de le faire avant nous. Il nous semble inutile cependant d'en faire la revue ici, tant la littérature à cet égard est abondante. D'un côté, étant donné le caractère controversé de la pensée darwinienne surtout dans les milieux chrétiennement conservateurs, et de l'autre, parce que cette pensée a réellement des implications théologiques importantes. L'essentiel pour nous est de proposer un retour aux sources darwiniennes elles-mêmes, une compréhension de ses fondements épistémologiques originaux, une évaluation de la teneur démonstrative de ses preuves. Un détour qui vaut la peine d'être entrepris à l'époque contemporaine puisque la pensée darwinienne est tenue pour vraie, est diffusée dans toutes les couches des sociétés occidentales et est enseignée aux enfants dans les écoles publiques préparant l'humanité de demain. Beaucoup de ceux qui diffusent cette pensée, et qui la défendent mordicus comme une vérité scientifique, semblent ne jamais avoir eu à entreprendre cette démarche archéologique qui caractérise pourtant tout intellectuel épris de vérité et d'honnêteté. C'est là un piège du laïcisme dont nous voulons nous méfier à titre de théologiens chrétiens, en proposant cette contribution à sa déconstruction. Chap. I. Le darwinisme. 1.1. De Charles Darwin au néo-darwinisme. Dans The Origin of Species, Darwin 1859, plusieurs fois édité, Darwin traite uniquement de l'évolution du vivant. Il se garde d'étendre sa théorie de la sélection naturelle aux sociétés humaines. Dans The Descent of Man, Darwin 1871, il aborde la question de l'origine et de l'originalité de l'homme à travers les lunettes de la théorie développée dans le premier ouvrage, tout en retraçant ce que Patrick Thor appelle « l'effet réversif de l'évolution ». Thor, 2017 page 72, expression qui ne se trouve pas chez Darwin lui-même. Par le développement des instincts sociaux, notamment de la sympathie, par la naissance de la civilisation, l'évolution aurait engendré une sorte de paradoxe selon lequel, au lieu de laisser subsister, survivre uniquement les plus aptes, il faut plutôt protéger les faibles, prendre soin des moins aptes afin de parer à leur élimination naturelle. Darwin défend ainsi, dans ce sens, dans la descendance de l'homme, la moralité du genre humain en tant que produit indirect de l'évolution biologique et de la sélection naturelle. Il est utile de rappeler que le darwinisme,
dont Charles Darwin est à l'origine, est une théorie évolutionniste transformiste, traitant spécifiquement des questions biologiques dans une perspective non seulement scientifique, mais aussi philosophique, de type radicalement naturaliste, selon laquelle les espèces vivantes descendent les unes des autres en vertu du mécanisme de la sélection naturelle qui est le facteur principal de leur transformation. La théorie darwinienne est transformiste à l'instar de celle de Jean-Baptiste Lamarck, 1744 à 1829, à l'origine de ce qu'on nomme le lamarckisme. Lamarck soutenait que le créationnisme biblique est incapable de rendre compte des phénomènes observés par les scientifiques, tels que les adaptations des organismes vivants à leur environnement et aux conditions de l'existence. Selon sa théorie, qui insiste sur les modifications adaptatives, tout organisme est soumis à deux tendances. Une tendance à la complexification et une tendance à une meilleure adaptation à son milieu de vie. Qui plus est, les caractères acquis au cours des procès d'adaptation aux conditions de l'existence deviennent héréditaires. Cette théorie transformiste défendant l'idée de la transmission des caractères acquis au cours de l'évolution sera développée notamment dans son ouvrage Philosophie zoologique, Lamarck et Martins, 1873. Reprenant cette idée transformiste, Darwin dans The Origin of Species, 1859, insiste sur les variations aléatoires des organismes au niveau des caractères héréditaires plutôt que sur les caractères phénotypiques acquis. Bien que des idées lamarckiennes subsistent dans ses écrits, notamment lorsqu'il parle de la transmission héréditaire des habitudes transmutées en instincts, il privilégie l'explication du processus de l'évolution biologique au moyen de la sélection naturelle. Celle-ci agit comme un principe de préservation des variations utiles, où intervient toutefois le puissant principe de l'hérédité. Son insistance aussi sur la sélection sexuelle se justifie dans ce cadre, surtout lorsqu'il parle de l'origine de l'homme dans son second grand ouvrage sur ce sujet. Citons Darwin qui, dans L'origine des espèces 1921, explique les raisons qui l'ont poussé à développer sa théorie de la sélection naturelle comme mécanisme principal de l'évolution biologique. Si au milieu des conditions changeantes de l'existence, les êtres organisés présentent des différences individuelles dans presque toutes les parties de leur structure, et ce point n'est pas contestable, s'il se produit entre les espèces en raison de la progression géométrique de l'augmentation des individus, une lutte sérieuse pour l'existence à un certain âge, à une certaine saison ou pendant une période quelconque de leur vie, et ce point n'est pas contestable, alors en tenant compte de l'infinie complexité des rapports mutuels de tous les êtres organisés, et de leur rapport avec les conditions de leur existence, ce qui cause une diversité infinie et avantageuse des structures, des constitutions et des habitudes, il serait extraordinaire qu'il ne se soit jamais produit des variations utiles à la prospérité de chaque individu, de la même façon qu'il s'est produit tant de variations utiles à l'homme. Mais si des variations utiles à un être organisé quelconque se présentent quelquefois, assurément les individus qui en sont l'objet ont la meilleure chance de l'emporter dans la lutte pour l'existence. Puis en vertu du principe si puissant de l'hérédité, ces individus tendent à laisser des descendants ayant les mêmes caractères qu'eux. J'ai donné le nom de sélection naturelle à ce principe de préservation. Darwin 1921, page 152. Ce principe de préservation, que Darwin a nommé sélection naturelle, constitue, à n'en point douter, la principale innovation de la pensée transformiste darwinienne. L'évolutionnisme lui-même était un courant philosophique en vogue à son époque, et reste un paradigme dominant de l'interprétation scientifique de l'histoire du vivant et même de l'univers à l'époque qui est la nôtre. La pensée évolutionniste s'était ainsi déjà développée dans les milieux scientifiques, avant Darwin. C'est Lamarck qui, le premier, avait proposé d'orienter l'évolutionnisme biologique dans le sens transformiste après la découverte des espèces éteintes par l'étude des fossiles. Il rencontra toutefois une farouche opposition par les défenseurs du principe biblique de la création, qui seront baptisés créationnistes et fixistes. Parmi eux, Georges Cuvier 1769 à 1832, qui voulut plutôt concilier l'existence des espèces éteintes avec la création biblique en faisant appel à la notion de création multiple. Une création qui serait échelonnée dans le temps, Cuvier 1825. Pour lui,
La disparition des espèces et la création de nouvelles espèces fait suite à la survenance de grandes catastrophes naturelles telles que le déluge, dont une version est racontée au chapitre 7 et 8 du livre biblique de la Genèse et dont on rencontre des versions similaires dans presque toutes les religions anciennes, des Aztèques et des Mayas aux religions des autochtones australiens en passant par les mythes africains des origines. Eliade, 1979-182. SQ. La philosophie de Cuvier fut baptisée catastrophisme. Celui-ci s'éloigne de l'interprétation littérale du récit biblique de la création tout en tentant d'en sauver l'enseignement cosmogonique par l'idée d'une création par Dieu, mais échelonnée dans les temps géologiques. Charles Darwin s'oppose à cette conception catastrophiste en soutenant la thèse de la continuité dans la nature. Natura non facit saltus. La nature ne fait pas de saut. Devise qu'il partageait d'ailleurs avec le botaniste suédois Carl von Linné, 1707 à 1778, soutenant pourtant le principe de la création et de la fixité des espèces, Linnéken, 1788. Le fixisme a été défendu philosophiquement pour la première fois par Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 à 1716, qui développa une métaphysique fondée sur le principe de raison suffisante. Jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante, c'est-à-dire qui puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que non existant et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. Leibniz, Gottsched Esperluet Leibniz, 1763. La métaphysique leibnizienne comporte une théologie défendant une conception philosophique de Dieu, à l'instar du premier moteur immobile, de la métaphysique aristotélicienne. Aristotle et Hamelin, 1931, Zagoyan, 1986, Manka et Aristotle. Appendix, 1932. Cette conception de Dieu n'est pas en accord avec la pensée chrétienne selon laquelle Dieu revêt des caractères personnels, relationnels, interagissant avec les humains dans l'histoire, dans leur contingence, au-delà de toute nécessité. Nous développerons cet aspect dans notre 3e chapitre. À quoi renvoie exactement la position créationniste et fixiste que refuse Darwin ? Le créationnisme biblique et la philosophie fixiste expliquent l'origine du monde, des espèces vivantes et de l'homme par l'idée de la création directe de Dieu, ou de la cause première ex nihilo à partir de rien, tel que relaté dans le premier livre de la Bible, la Genèse, terme lui-même d'origine grecque, Genesis, qui signifie justement origine, engendrement. Cette doctrine qui est religieuse a donné lieu à une philosophie théiste de la nature selon laquelle c'est Dieu qui a créé les espèces vivantes telles qu'elles sont, qu'elles ont toujours été et qu'elles seront toujours. Les espèces sont donc fixes, elles ont été créées distinctes une fois pour toutes. Elles participent à un ordre naturel voulu par Dieu, qui est immuable, invariable, jusqu'à la fin du monde terrestre. Si des variétés peuvent exister à l'intérieur des espèces, celles-ci restent en elles-mêmes immuables et fixes en vertu de leurs caractères essentiels. Dans le langage de la philosophie aristotélicienne, ce sont les accidents qui peuvent changer, se modifier, se transformer, mais les essences, les formes, ne peuvent se modifier que si leur cause première en décide. La doctrine fixiste sur le plan philosophique remonte ainsi bien plus loin qu'à Leibniz, à la théorie des essences de Platon au IVe avant Jésus-Christ, en passant par la théorie des substances d'Aristote, Aristotle 1879. Elle sera transposée dans la philosophie chrétienne notamment par saint Thomas d'Aquin et Gosselin 1948. Il est important de noter que c'est précisément cette interprétation de la réalité et du vivant qu'entendent remettre en question les théories évolutionnistes de type naturaliste et transformiste telles que celle de Charles Darwin. Faut-il aussi rappeler que nonobstant le fait que le darwinisme soit devenu le paradigme dominant de l'interprétation scientifique de l'histoire du vivant à l'époque contemporaine, il n'a jamais réussi à évincer cette conception créationniste et fixiste qui tient toujours la route dans les milieux religieux, dans la culture populaire, mais aussi dans certains milieux scientifiques qui critiquent le caractère essentiellement hypothétique des thèses macro-évolutionnistes des darwiniens. On peut citer ici par exemple l'Association de sciences créationnistes du Québec, dont les membres pour la plupart se réclamant du monde académique affirment avoir démenti 10 arguments de la théorie évolutionniste, y compris celle darwinienne. Aux États-Unis, les défenseurs du créationnisme sont très actifs pour démontrer la fausseté de l'évolutionnisme darwinien. Certains parmi eux prônent une lecture littérale de la Genèse biblique,
notamment en termes de jour de la création et de l'âge de la Terre. La conception créationniste est difficile à concilier avec la théorie de la sélection naturelle telle que l'entendent notamment les néo-darwiniens, prônant une théorie synthétique de l'évolution. La principale pomme de discorde n'est pas seulement le fait de postuler au début des choses visibles l'action d'un créateur intelligent, mais aussi et surtout celui consistant à maintenir dans le fonctionnement de la nature l'idée d'une surnature, d'une providence, instance métaphysique qui assurerait la préservation, la conservation de l'univers et des êtres vivants en tant que cause première non causée. Il est à noter toutefois, tout en refusant le principe fixiste de la création des espèces dans leurs distinctions essentielles, que Darwin lui-même, à la fin de l'origine des espèces, a émis d'hypothèse d'un créateur à l'origine des puissances de la vie, excluant ainsi un évolutionnisme matérialiste radical. En divers endroits toutefois, Darwin affirme dans son ouvrage n'être pas en mesure d'expliquer dans le cadre de sa théorie l'origine de la vie en tant que telle, parce que pour lui, celle-ci ne peut pas provenir de la matière brute. Quant à Herbert Spencer, il développa dans ses travaux philosophiques, davantage une théorie évolutionniste matérialiste radicale qu'il qualifia de loi de l'évolution, dans son plan général de la philosophie synthétique, publié sous forme de programme 1860, 2 ans avant la publication des premiers principes. Selon Spencer, l'évolution est un passage graduel de l'homogène vers l'hétérogène et de l'incohérent vers le cohérent. Un phénomène évolue dans le sens d'une différenciation et d'une intégration, organisation croissante de la matière. L'évolution est une intégration de matière et une dissipation concomitante de mouvements, durant laquelle la matière passe d'une homogénéité indéfinie et incohérente à une hétérogénéité définie et cohérente, et durant laquelle le mouvement retenu subit une transformation parallèle. Spencer et Cazel, 1871 chap. 17. Cette conception de l'évolution comme un progrès de la matière vers plus de complexité et de cohérence n'est pas partagée par Charles Darwin. Chez ce dernier qui se limite au problème de la transformation des espèces les unes dans les autres sans expliquer l'origine de la vie elle-même, à part son hypothèse de l'existence d'un créateur, c'est la lutte pour l'existence expliquée par la progression géométrique de l'augmentation des individus, idée reprise d'ailleurs de l'essai On the Principle of Population 1798 de l'économiste anglais Thomas Malthus 1766 à 1834, confère. Thor, 2017 pp 17, 37, qui est à l'origine de la sélection et non une quelconque loi de l'évolution de la matière. Chez les humains, comme il l'affirme dans La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, la sélection naturelle aurait sélectionné l'instinct social allant à l'encontre de la lutte sauvage pour la survie prévalant dans le monde non humain, d'une manière qui aurait donné naissance à l'altruisme moral, celui-ci étant considéré comme un avantage sélectif dans la lutte pour l'existence non seulement entre humains et groupes sociaux, mais également entre le genre humain et le reste des vivants. Contrairement à la loi spencerienne de l'évolution, le mécanisme darwinien de la sélection naturelle n'est dirigé vers aucun but préalable, seule la survie de l'espèce apparaît expliquer son action. On peut d'emblée remarquer ici que la pensée darwinienne devient incompatible avec l'idée de l'existence d'un créateur intelligent, qui aurait impulsé les puissances de la vie à des formes non vivantes originelles, puisque si cela était le cas l'évolution ne serait pas dénuée de tout plan et de toute finalité. On peut ainsi à juste titre s'interroger sur les raisons qui ont poussé Darwin à émettre cette hypothèse à la fin de son ouvrage, alors que l'ensemble de son argumentation fondée sur le mécanisme de la sélection naturelle apparaît complètement se passer de cette hypothèse d'un plan conçu par un créateur à l'origine du vivant. Nous reviendrons sur ce problème à notre 5e chapitre. Darwin maintient en effet l'idée des variations avantageuses dans la lutte pour la survie des êtres vivants, et l'applique aussi à l'émergence graduelle des sociétés humaines. L'instinct social, l'altruisme biologique, serait une de ces variations sélectionnées par Dame Nature, parce qu'elle est avantageuse pour les espèces concernées, d'abord chez les animaux dits sociaux, ensuite chez les premiers humanoïdes, ensuite chez les primates du genre Homo, ensuite chez les tribus d'hommes sauvages, qui sont déjà des Homo sapiens non encore civilisés, et enfin chez les hommes civilisés. Dame Nature ou la sélection naturelle travaillerait sur des variations dans les structures des organismes qui essaient de s'adapter à leur milieu de vie, constitués notamment des autres êtres,
de l'environnement et des conditions de l'existence. Les individus qui ont des structures les mieux adaptées ont davantage de chances de remporter la compétition dans la lutte pour l'existence. Le principe de l'adaptation, comme le montrera Stephen Jay Gould, 1941 à 2002, est à tenir pour associer à celui de la sélection naturelle dans la pensée darwinienne, Gould, 2002. Darwin a également insisté sur les mécanismes de l'hérédité, notamment lorsqu'il traite de la sélection sexuelle, qu'il pense être particulièrement à l'œuvre dans les sociétés humaines, l'instinct social étant plus développé chez les femmes que chez les hommes. L'hérédité permet aux individus ayant des structures adaptées de les transmettre à leurs descendants au moyen de la reproduction. Or, la reproduction chez les humains est sexuée. Elle passe par les femmes qui tendent à favoriser la sociabilité en vue de la survie de l'espèce humaine. À cet égard, il faut rappeler également la théorie darwinienne de la pangénèse élaborée par Darwin pour expliquer le mécanisme de l'hérédité chez les organismes vivants. Chaque cellule peut produire un petit germe, ou gémule, qui provoque la formation d'une partie analogue à celle dont il provient. Sur le plan humain et social, il ne s'agirait pas simplement d'une pangénèse, mais d'une transmission non seulement des instincts sociaux, mais également des habitudes sociales qui, comme nous le verrons plus loin, seraient à l'origine de la moralité proprement dite. Ces aspects spécifiques à la théorie darwinienne seront particulièrement soulignés par les néo-darwiniens, se reconnaissant dans ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, que Daniel Clement Dennett qualifie de darwinisme orthodoxe, Dennett, 1995. Parmi eux, certains défendent une théorie radicale du darwinisme, faisant de la sélection nature l'équivalent séculier du créateur biblique, tout en lui attribuant des attributs opposés. Pour cela, ils furent qualifiés des ultra-darwiniens. Peuvent être comptés parmi les ultra-darwiniens, Daniel Clement Dennett, Dennett 1987, 1992, 1995, D.C. Dennett 2003. Richard Dawkins, R. Dawkins 1986, 2003, 2011, qui défendent par exemple la thèse de la sélection naturelle comme un horloger aveugle, c'est-à-dire un architecte horloger non prévoyant de la complexité organisée, qui se rencontre dans les choses vivantes dont l'unité est le gène, et dans la culture humaine dont l'unité serait le même. Examinons brièvement l'origine de ce courant darwinien. 1.2. Le néo-darwinisme. Le néo-darwinisme ou théorie synthétique de l'évolution est le résultat de l'approfondissement de la théorie darwinienne en y intégrant les résultats des avancées de la recherche en biologique moléculaire, surtout en biologie génétique. Les deux auteurs que nous venons de mentionner intègrent ces approfondissements dans leurs analyses. 3 amendements de la théorie originelle de Darwin ont été faits tenant compte des développements récents dans les divers domaines scientifiques touchés par la théorie darwinienne. Le premier amendement fait suite à la théorie d'Auguste Weismann, 1834 à 1914, selon laquelle la continuité germinale est fondée sur des corpuscules du patrimoine héréditaire. Cette théorie fut présentée en 1883, et ressemble encore pour beaucoup à l'hypothèse de la pangénèse, formulée par Darwin lui-même sans connaître encore le concept de gène. Le deuxième amendement correspond à l'intégration, entre 1930 et 1940, des lois de la génétique mendélienne, de Gregor Mendel, 1822 à 1884. Le troisième correspond à la découverte en 1953, de l'ADN par Francis Crick, 1916 à 2004, et James Watson, 1928, prix Nobel de médecine, mais ouvertement raciste envers les Noirs. La macromolécule d'ADN est le support universel de l'hérédité. Appliquée à la théorie darwinienne avec les approfondissements précédents, elle devient la théorie synthétique de l'évolution. Ses défenseurs prétendent qu'à l'époque contemporaine, avec ces approfondissements, le darwinisme est devenu plus une science du laboratoire, affaire des biologistes, des spécialistes du génie génétique, non plus seulement celle des botanistes ou des collecteurs de coléoptères. Mais là également, il convient d'attirer l'attention des chercheurs sur le fait que la découverte de l'ADN en tant que support de l'information génétique, pour préciser le concept d'hérédité, codé et extrêmement organisé,
constitue l'un des arguments majeurs contre la théorie darwinienne de la sélection naturelle. L'ADN serait à cet égard un démenti évident de la thèse macro-évolutive non orientée, car l'idée d'un concepteur intelligent s'imposerait à l'origine de l'information codée dans l'ADN. Car il est extrêmement improbable que l'ADN se soit mis en place d'elle-même par des mécanismes évolutionnaires aveugles comme le prétendent les darwiniens. Mais l'aspect du darwinisme qui intéresse particulièrement notre propos ici est celui touchant à l'éthique. La théorie synthétique de l'évolution traite surtout de science, de biologie. Des philosophes ultra-darwiniens ont tenté d'étendre au-delà des thèses darwiniennes lui-même, en se basant notamment sur la théorie synthétique de l'évolution, ces données au domaine de la culture et de l'éthique. Richard Dawkins, anglais, a publié l'ouvrage intitulé The Extended Phenotype, 1982, où il théorise sa notion de mème considérée comme l'équivalent culturel du gène. Celui-ci est pour lui un gène égoïste, qui utilise les êtres vivants pour se répliquer, se perpétuer. R. Dawkins, 1976. Dirigé donc par l'égoïsme génétique, la nature se montre comme un horloger aveugle, expression qui traduit le mieux la nature de la sélection darwinienne. R. Dawkins, 1986. Et cette caractéristique de Dame Nature s'appliquerait mutatis mutandis à la culture humaine où l'égoïsme génétique serait doublé de l'égoïsme mémétique, les cultures ayant à l'instar des organismes biologiques, leur unité de réplication qu'est le mème. R. Dawkins, 1989. Daniel Clement Dennett, philosophe américain, a publié l'ouvrage intitulé Freedom Evolve, décédé net, 2003, où il traite d'éthique darwinienne en présentant justement la liberté humaine, source de la responsabilité éthique, comme un produit de l'évolution biologique et culturelle. Une évolution de cette même liberté poursuivant son cours. Sa théorie à cet égard s'attaque au problème de la conscience humaine et de l'esprit dans son ouvrage Consciousness Explained, Dennett, 1991. L'explication envisagée de la conscience et de la liberté s'inscrit dans le cadre d'une défense de la théorie darwinienne exposée dans Darwin's Dangerous Idea, Dennett, 1995, où Dennett défend la thèse de l'horloger aveugle à l'instar de son collège biologiste et philosophe Dawkins. La sélection naturelle aurait ainsi constitué des grues évolutionnaires permettant de l'élever des origines de la vie, où les organismes unicellulaires émergèrent spontanément des produits chimiques de la Terre primitive, pour ensuite se répliquer et évoluer progressivement vers la pluricellularité, dans l'infini espace du dessin, par une sorte d'algorithme évolutionnaire, dans le jargon d'Entienne, histoire que l'on peut tenter de reconstituer à l'aide de simulations informatiques. Avec cette théorie, Dennett pense ne plus avoir besoin de crochets célestes, les idées religieuses, à l'instar du créateur de la vie postulé par Darwin, pour expliquer les phénomènes humains, notamment celui de la liberté et de la conscience morale. Il pense, comme Dawkins, que Darwin leur donne de devenir des athées intellectuellement comblés. R. Dawkins, 1988. Mais il faut bien dire d'emblée que ces théories débordent à coup sûr les thèses anthropologiques et éthiques de Darwin lui-même, telles qu'elles furent formulées dans son livre La descendance de l'homme. Les néo-darwiniens ou ultra-darwiniens, comme on a fini par les caractériser, abordent cet aspect également par le biais de ce qu'on a appelé la sociobiologie, qui part des études de la socialité dans le règne animal pour tenter d'expliquer les comportements sociaux humains en termes de stades évolués à partir des instincts animaux. Sur ce point, les sociobiologistes sont plus fidèles à la pensée darwinienne en termes d'explication de l'origine du sens éthique que les ultra-darwiniens non sociobiologistes, tels que décédé net, qui étendent surtout les théories génétiques au domaine de la culture et de la morale, notamment par l'idée d'un équivalent culturel du gène. Sachant que Darwin lui-même expliquait les comportements moraux à partir d'instincts sociaux, des sentiments comme la sympathie, etc., il faut donc reconnaître que le courant sociobiologiste prolonge l'œuvre de Darwin dans La descendance de l'homme où une véritable approche éthique est développée. Baxter, 2007, Denon, Smiley et Sperluet-Wilson, 1999, Naur, 2009. Mais qu'est-ce qu'exactement l'éthique darwinienne ? Quelles sont principalement les affirmations de Darwin à cet égard ? Les chapitres 3, 4 et 5 de La descendance de l'homme traitent spécifiquement des différences entre facultés intellectuelles et morales de l'homme et celles des animaux, du sens moral et religieux et du développement de ces facultés chez l'homme,
aussi bien chez les peuples dits sauvages, que chez les peuples dits civilisés. Nous y trouvons donc le matériau dont nous avons besoin pour examiner notre problématique. Le prochain chapitre constitue une restitution commentée de ces idées. Nous laisserons Darwin lui-même s'exprimer, et nous y ajouterons quelques commentaires qui nous serviront de base à notre confrontation avec la pensée chrétienne au chapitre 4 de cet ouvrage. L'objectif de celui-ci est de montrer, sans prétendre épuiser la question, que l'éthique chrétienne et le darwinisme, malgré les efforts du siècle dernier allant dans le sens de la conciliation, entretiennent en réalité un dialogue de sourds. Chap. 2. Anthropologie et éthique darwinienne. 2.1. Une anthropologie naturaliste et matérialiste. Dans son ouvrage intitulé The Descent of Man and the Selection in Relation to Sex, Darwin 1871, Darwin a formulé ses thèses sur la nature humaine. Il y livre également sa vision de la morale et de l'éthique. Fidèle à son intuition centrale expliquée dans The Origin of Species 1859, selon laquelle l'ensemble des êtres vivants sont le fruit d'une évolution longue et graduelle et selon un processus de transformation des espèces les unes dans les autres sous l'action du mécanisme de la sélection naturelle, Darwin considère l'être humain comme faisant partie intégrante de ce processus, dans ses aspects tant physiques et biologiques que culturels et moraux. Deux principales traductions françaises de ce livre ont été proposées, l'une en 1872, sous le titre de La descendance de l'homme, Darwin 1891, l'autre, plus récente, sous le titre de La filiation de l'homme, Darwin 2013. Cet ouvrage eut pour objet d'examiner si l'homme, à l'instar d'autres espèces, est issu par filiation de quelque forme ou de quelque espèce plus ancienne. Il s'agissait pour Darwin, de comprendre ainsi son mode de développement et la valeur des différences raciales au sein du genre humain. En suivant Patrick Thor qui a résumé les idées principales de ce livre Thor, 2017, Darwin dressa dans ce livre la liste des phénomènes de ressemblance qui rendent, selon lui, indiscutable le lien entre la constitution anatomo-physiologique de l'être humain et celle des autres membres des groupes des vertébrés. L'anatomie comparée dont Thomas Huxley était spécialiste, Huxley, 1877, 1879, 1880, et à qui Darwin a emprunté ses arguments, Darwin 1883, lui fournit des idées en faveur de ce lien, notamment les ressemblances anatomo-physiologiques entre animaux et humains confèrent. Thor 2017 page 54. Ces ressemblances étant constatées, Darwin recourt aussi à des données tirées de l'anthropologie physique, de l'anthropométrie, de l'observation du comportement humain et de l'étude des sociétés qu'il appelle civilisées, à l'instar de beaucoup de ses contemporains adeptes de la mission civilisatrice de l'Europe pour les autres peuples, en comparaison avec les cultures exotiques, parmi lesquelles celles que Darwin a lui-même observées durant son voyage sur le Beagle, Darwin 1994, Darwin et Barlow 1945. La conclusion de l'analyse de Darwin de ces données anatomo-physiologiques et anthropologiques quant à la variabilité au sein du genre humain est qu'elle se constate au niveau des races et des sociétés humaines, de sorte que pour Darwin, la sélection naturelle démontre son activité au sein même de l'humanité. Mais si l'être humain démontre des traits physiques qui le lient à l'ensemble d'autres vertébrés, notamment les mammifères supérieurs, Darwin n'en demeure pas moins frappé par la différence qui existe entre cet être capable de raison et de culture et les autres mammifères, même supérieurs, qui en sont moins capables ou n'en sont pas du tout. Néanmoins, sur le plan physique, les différences à ce niveau, notamment celles concernant le cerveau, bien qu'elles puissent susciter l'étonnement, sont pour lui liées à l'évolution notamment par le mécanisme de l'hérédité, Darwin 1883. La sélection sexuelle apparaît à Darwin comme un mécanisme central dans ce mécanisme, à côté de la sélection naturelle, pour rendre compte de la filiation de l'homme. Darwin répond d'ailleurs, dès la préface de la deuxième édition de The Descent, à deux critiques importantes s'adressaient à sa théorie concernant le rôle de la sélection sexuelle. La sélection sexuelle a été traitée avec plus d'étendue dans le présent ouvrage, par la raison que l'occasion s'en présentait pour la première fois. J'ai été frappé de la ressemblance de la plupart des critiques à moitié favorables, de la sélection sexuelle, avec celle qu'avait rencontrée la sélection naturelle, prétendant par exemple, que ces principes pouvaient bien expliquer quelques faits isolés,
mais ne pouvait certainement pas être employé avec l'extension que je leur ai donnée. Ma conviction sur le pouvoir de la sélection sexuelle n'a cependant pas été ébranlée, quoiqu'il soit probable, et même certain, qu'avec le temps un certain nombre de mes conclusions pourront être trouvées erronées, chose tout à fait explicable puisqu'il s'agit d'un sujet traité pour la première fois. Lorsque les naturalistes se seront familiarisés avec l'idée de la sélection sexuelle, je crois qu'elle sera acceptée plus largement, comme elle a d'ailleurs été admise déjà par plusieurs des juges les plus autorisés, confère. Préface de Darwin, 1891. Il est donc important de souligner cependant que les deux mécanismes théorisés par Darwin, à savoir, la sélection naturelle et la sélection sexuelle, s'inscrivent exclusivement dans le cadre d'un naturalisme matérialiste comme l'a bien souligné Patrick Thor. Cette remarquable dialectique du biologique et du social, qui se construit pour l'essentiel dans les chapitres 3, 4, 5 et 21 de la filiation et qui, en plus de s'opposer à toutes les conduites oppressives, préserve l'indépendance des sciences sociales en même temps qu'elle autorise et même requiert le matérialisme éthique déductible d'une généalogie scientifique de la morale, n'a été reconnu dans toute sa force logique Q'. À partir du début des années 1980, Thor, 2017, page 57. Comme nous le verrons dans ce chapitre, M. Thor a certainement tort de penser que la théorie darwinienne s'oppose à toutes les conduites oppressives, du moment que l'évolution vers la civilisation et l'amélioration de l'espèce humaine sur le plan tant intellectuel que moral requiert la domination des groupes civilisés sur les peuples sauvages, l'élimination des vicieux, des débiles, des moins aptes pour favoriser le développement des vertueux, des intelligents et des plus aptes. Exemple du soutien à la peine capitale des criminels, considérés comme naturellement immoraux, de l'enfermement des hypocondriaques jusqu'à leur suicide, etc., est assez parlant à cet égard. Darwin constate avec regret, comme on le verra plus loin, que ce travail de sélection n'est plus pleinement accompli dans les sociétés dites civilisées, mais cela engendre pour lui une sorte de dégénérescence de l'espèce. Qui plus est, devons-nous le rappeler, le naturalisme éthique darwinien se trompe puisque l'évolution morale des sociétés dites civilisées ne dépend pas de la sélection, mais de l'enseignement des valeurs morales dont le christianisme, combiné avec la philosophie gréco-romaine de l'Antiquité, peut se targuer d'être le principal moteur dans les sociétés occidentales, malgré les tares connues de son histoire telles que la traite négrière indiquée plus haut. Ce ne sont pas, par exemple, les moralement mauvais qui subissent la peine capitale, mais aussi et souvent des innocents, tels que le montre de façon emblématique la crucifixion de Jésus de Nazareth. La justice sociale n'est nullement une tendance naturelle de l'homme qui a plutôt tendance à suivre la loi dite de la jungle, qui est celle bien entendu de la sélection naturelle, légitimant la domination du plus fort sur le plus faible, le plus fort n'étant pas nécessairement le plus vertueux, ni le meilleur du point de vue moral, mais celui qui détient la force physique, militaire et économique de s'imposer sur les autres, souvent au prix des sacrifices énormes, y compris les crimes les plus odieux. En quoi, exactement, l'être humain est tout de même le produit de l'évolution et de la sélection naturelle et sexuelle avec ses capacités qui lui sont propres. C'est la question dont la recherche de solutions occupe la majeure partie de l'ouvrage consacré à l'anthropologie chez Darwin. Parmi ses réponses, Darwin théorise sa conception de l'éthique, car qui parle de caractère spécifique à l'être humain, nul ne peut ignorer l'aspect éthique et social. De quoi s'agit-il exactement ? Examinons la question de plus près. 2.2. Éthique évolutionniste et naturaliste. 2.2.1. Différence entre animaux et humains. L'éthique darwinienne, on vient de le voir, relève du matérialisme éthique, Thor 2017. Darwin établit un continuum biologico-social, que Patrick Thor a tenté d'expliquer avec sa thèse de l'effet réversif de l'évolution, ibidem, qui n'est pas toutefois une thèse de Darwin lui-même, du moins explicitement. En effet, dans La descendance de l'homme qui comporte deux parties, Darwin a traité dans un premier temps de la descendance ou l'origine de l'homme, chapitres 1 à 7. Les questions d'ordre culturel et moral y sont traitées spécialement en ces chapitres 3, 4 et V. Les chapitres 3 et 4 comparent les facultés mentales de l'homme avec celles des animaux, y compris au niveau du sens moral. Le chapitre 5 traite du développement des facultés intellectuelles et morales, pendant les temps primitifs et les temps civilisés.
Dans la deuxième partie, chapitres 8 à 20, il traite de la sélection sexuelle et des caractères sexuels secondaires chez les mammifères et chez l'homme. Il faut noter aussi l'accent mis dans cette partie, par Darwin, sur la différence entre les sauvages et les civilisés dans le comportement et la sélection sexuelle, notamment dans le dernier chapitre de l'ouvrage. Différence des capacités intellectuelles. Nous avons vu, affirme Darwin, dans les deux derniers chapitres, c'est-à-dire 1 et 2, que la conformation corporelle de l'homme, c'est-à-dire la ressemblance de ses traits anatomo-physiologiques avec d'autres mammifères supérieurs, prouve clairement qu'il descend d'un type inférieur. On peut objecter, il est vrai, que l'homme diffère si considérablement de tous les autres animaux par le développement de ses facultés mentales, que cette conclusion doit être erronée. Darwin 1891 pp 66 à 67. Il s'attelle ainsi à démontrer en quoi cette objection ne tient pas la route. Tout en reconnaissant que ces différences énormes, dit-il, existent entre les animaux inférieurs et les êtres humains, il soutient que la descendance de l'être humain d'un type inférieur, au moyen de modifications lentes et graduelles, est prouvée par sa théorie. La démonstration qu'il entreprend dans ce livre vise à montrer comment les facultés intellectuelles de l'être humain sont bel et bien le produit de l'évolution par sélection naturelle et sexuelle. Il faut bien admettre aussi qu'il y a un intervalle infiniment plus considérable entre les facultés intellectuelles d'un poisson de l'ordre le plus inférieur, tel qu'une lamproie ou un amphioxus, et celles de l'un des singes les plus élevés, qu'entre les facultés intellectuelles de celui-ci et celles de l'homme. Cet intervalle est cependant comblé par d'innombrables gradations. D'ailleurs, à ne considérer que l'homme, la distance n'est-elle pas immense au point de vue moral entre un sauvage tel que celui dont parle l'ancien navigateur Byron, qui écrasa son enfant contre un rocher parce qu'il avait laissé tomber un panier plein d'oursins, et un Howard ou un Clarkson, au point de vue intellectuel entre un sauvage qui n'emploie aucun terme abstrait et un Newton ou un Shakespeare? Les gradations les plus délicates relient les différences de ce genre, qui existent entre les hommes les plus éminents des races les plus élevées et les sauvages les plus grossiers. Darwin 1891 page 67, à nous les Italiques. Il faut d'abord remarquer ici cette différence immense que Darwin constate, tant au point de vue moral qu'intellectuel, entre l'homme sauvage et l'homme civilisé. Darwin l'attribue, non à l'éducation, mais à l'évolution, de sorte que le même processus évolutif se constate entre les humains et les animaux. L'important ici est de souligner que cette différence, immense soit-elle, n'est pas de nature, mais de degré évolutif. Pour Darwin, il n'existe aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères les plus élevés, au point de vue des facultés intellectuelles. Darwin 1891 page 68. Pourtant, plus loin, il affirme l'existence de cette différence notamment par le fait que les instincts sont prédéterminés et héréditaires, qu'ils sont parfaits quant à leur mode de fonctionnement tant chez le jeune animal que chez l'adulte de la même espèce, alors que l'intelligence s'acquiert, se développe, s'adapte à des situations différentes au moyen du travail, de l'éducation et de l'apprentissage. Cette idée semblant également contredire la thèse de la différence évolutive entre les capacités l'intelligence d'un homme sauvage et celle d'un homme civilisé, que Darwin réaffirme à plusieurs reprises dans ses chapitres où il insiste sur le rôle de l'imitation dans l'acquisition de ces capacités tant chez les animaux que chez l'homme. Il n'y a pas à douter, ainsi que le soutient M. Wallace, qu'une grande part du travail intellectuel effectué par l'homme ne soit due à l'imitation et non à la raison. Mais il y a entre les actes de l'homme et ceux des animaux, cette grande différence que l'homme ne peut pas, malgré sa faculté d'imitation, fabriquer d'emblée, par exemple, une hache en pierre ou une pirogue. Il faut qu'il apprenne à travailler. Un castor au contraire construit sa digue ou son canal, un oiseau fait son nid, une araignée tisse sa toile merveilleuse, presque aussi bien ou même tout aussi bien dès son premier essai que lorsqu'il est plus âgé et plus expérimenté. Darwin 1891 page 71. Mais si cette position peut sembler contradictoire, elle ne l'est qu'en apparence. Darwin considère l'action de l'instinct de l'imitation comme fonctionnant différemment chez l'homme et chez l'animal sans que cette différence soit de nature, mais de degré lié à l'évolution. C'est cette thèse qu'il explique en ce qui concerne les facultés faisant appel à l'intelligence et au raisonnement. Il en explique l'existence à la fois chez l'être humain et chez les animaux, à des degrés variables à l'intérieur de chacune des espèces considérées. Premièrement, selon lui,
l'homme possède les mêmes sens que les animaux et ses intuitions fondamentales doivent être les mêmes. Ensuite, l'homme et les animaux ont quelques instincts communs. L'amour de la vie, l'aptitude à téter, etc. Certains singes, comme les orans de la sonde et les chimpanzés d'Afrique, savent reconnaître de nombreux fruits vénéneux des tropiques, alors que l'homme ne possède pas cette faculté. Pour Darwin, ces animaux pourraient avoir développé ces capacités par l'expérience, soit celle d'eux-mêmes ou celle de leurs parents. Les singes éprouvent aussi une terreur instinctive à la vue des serpents et probablement d'autres animaux dangereux. Ensuite, Darwin lie l'intelligence à quelques degrés de complexité des instincts. Les membres les moins intelligents de la classe des vertébrés, à savoir les poissons et les amphibiens, n'ont pas d'instinct compliqué. Parmi les mammifères, l'animal le plus remarquable par les siens est le castor qui, selon Darwin, possède une grande intelligence ainsi que l'admettent tous ceux qui ont lu l'excellent travail de M. Morgan sur cet animal. Mais ce propos concernant le lien entre la complexité des instincts et l'intelligence est nuancé plus loin, dans la même section. Il n'est cependant pas improbable qu'il existe une certaine opposition entre le développement de l'intelligence et celui de l'instinct, car ce dernier implique certaines modifications héréditaires du cerveau, confère Darwin 1891, pp 67 à 70. D'ailleurs ici Darwin manifeste un certain lamarckisme. Les caractères acquis peuvent se transmettre par hérédité. Certains actes d'intelligence, dit-il, tels par exemple celui des oiseaux des îles de l'océan qui apprennent à éviter l'homme, peuvent, après avoir été pratiqués pendant plusieurs générations, se transformer en instincts héréditaires. Or, le mode d'acquisition de la plupart des instincts plus complexes lui paraît être différent de la transmission héréditaire des habitudes acquises. C'est par la sélection naturelle des variations d'actes instinctifs plus simples, variations résultant de causes inconnues, mais occasionnant des différences individuelles dans les autres parties du corps, même sur l'organisation du cerveau, qui seraient à l'origine des changements que l'on considère souvent comme spontanés à cause de notre ignorance. Darwin 1891, p. ibidem. Ces variations aléatoires sur lesquelles travaillent la sélection naturelle et la sélection sexuelle sont donc pour Darwin le facteur le plus important sur lequel repose le processus de l'évolution qui ne fait aucun doute. Ainsi, pour ce qui concerne les facultés intellectuelles caractérisant l'être humain telles que certains sentiments supérieurs dont l'imagination, le raisonnement, etc. Darwin produit de nombreuses illustrations à partir d'études souvent faites par d'autres pour montrer l'existence des mêmes facultés chez les humains et chez les animaux, suivant des degrés et des variétés divers. La variabilité des sentiments tels que le courage, la timidité, la colère chez les animaux et chez les humains, l'existence de capacités de vengeance chez divers animaux comme les singes américains et africains, l'amitié du chien pour son maître, l'affection maternelle chez les femelles animales et chez les femmes, le fait que les singes adoptent des petits orphelins et en prennent soin, et le fait que les animaux supérieurs ressentent des émotions les plus complexes d'eux-mêmes que nous. Darwin 1891, pp 72 à 73. Tels que l'amour, la jalousie, la recherche de l'affection et de l'émulation, de l'approbation et de la louange, le fait d'éprouver la honte, la crainte, l'humiliation. Lorsqu'un chien doit mendier trop souvent sa nourriture, témoigne pour Darwin de l'existence chez les animaux des mêmes facultés que chez les humains. Qui plus est, les émotions les plus intellectuelles existent aussi chez les animaux. Darwin donne soigneusement des exemples issus de l'observation du comportement de certains animaux, par des spécialistes qu'il prend la peine de citer. Tous les animaux éprouvent de l'étonnement et beaucoup font preuve de curiosité. Darwin 1891, page 74. Tous les singes manifestent une terreur instinctive à la vue d'un serpent et signalent ce danger aux autres. La faculté de l'imitation est présente notamment chez les singes qui imitent le comportement des humains, tandis que d'autres animaux peuvent s'imiter entre eux. Darwin rappelle que chez certains humains ayant des déficiences mentales, la morbidité du cerveau, le ramollissement du cerveau, etc., l'imitation devient un comportement très développé. Les parents de beaucoup d'animaux procèdent à l'éducation de leurs petits. L'exemple donné par Darwin est celui d'une chatte qui apporte une souris vivante à ses petits, pour les éduquer à la capturer. Les animaux manifestent de l'attention, notamment lorsque les prédateurs guettent la proie à laquelle ils s'apprêtent à sauter. Aussi, selon l'observation de Darwin, les singes manifestant de l'attention sont les plus faciles à dresser.
Les animaux sont doués d'une excellente mémoire portant sur les personnes et les lieux. Darwin 1891 page 77. Darwin en a fait l'expérience avec son chien dont il s'est séparé pendant 5 ans et 2 jours, et qui, lorsqu'il est allé le voir après cette période de séparation, s'est rappelé de sa voix et de la manière dont il l'interpellait et l'a immédiatement suivi. Les animaux manifestent selon lui de l'imagination en s'appuyant notamment sur le fait du rêve qui, selon Darwin et un auteur qu'il cite, constitue un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.